Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Dans ma série de vidéos que je continue, donc bienvenue en Polynésie française, à l'autre bout du monde, et je continue donc cette série de vidéos où je parle de gens qui ont une chaîne YouTube, et j'en suis je pense à la 9e. Et comme dans ma dernière vidéo sur Henri de Lesquen, j'étais un peu frustré d'avoir à parler de quelqu'un qui avait compris beaucoup de choses, mais au lieu de parler du marxisme culturel et de le dénoncer sous ce terme très précis, très documenté par des intellectuels dans le monde entier, peu en France, il est vrai, j'ai eu envie de parler d'un autre français, mais d'ailleurs à qui Henri de Lesquen a rendu une visite récemment, et qui lui dénonce réellement le marxisme culturel. Il s'agit de Boris Le Lay. Alors, comme Henri de Lesquen, Boris Le Lay est malheureusement raciste et antisémite, et donc j'en ai eu un peu marre après Henri de Lesquen, Piero San Giorgio et d'autres, et peut-être avant Daniel Conversano et encore d'autres qui ont cette obsession de la race. Je ne vais pas encore une fois vous parler des obsessions racistes d'un autre, en l'occurrence Boris Le Lay, sachez qu'il les a, que c'est de plus en plus courant, hélas, dans la France contemporaine, notamment à droite. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que ce sont des idées de gauche, je l'ai bien expliqué dans la vidéo d'Henri de Lesquen, Léon Blum, Paul Bert, Jules Ferry et toute la clique, même Jaurès, étaient racistes et antisémites, ou antisémites tous les deux, voilà. Et donc je ne comprends pas que des gens, alors peut-être Maurras c'était une référence pour eux, mais franchement, donc, pour cette vidéo-là sur Boris Le Lay, je ne vais pas m'attarder sur des vidéos où il va asséner ses vérités sur l'homme blanc, etc., sur la conscience de race, sur l'envahissement par les bougnoules, parce que voilà les termes un peu qu'il emploie, et ça c'est vraiment triste, quoi, je ne peux pas vous dire ça autrement. Par contre, j'ai choisi deux vidéos dans lesquelles il va parler dans l'une du Japon, donc c'est un entretien qu'il a accordé à Piero San Giorgio, justement, et lui-même n'est pas trop rentré dans ses délires raciaux, ou en tout cas, même s'il y est rentré parfois, je ne vais pas parler de ces questions-là, ou très peu, je vais les survoler. Mais sur le Japon, puisque Boris Le Lay y vit, et que moi j'y ai vécu aussi, ce sera intéressant de comparer un peu nos compréhensions du monde. Et puis la deuxième vidéo, eh bien, c'est une vidéo qu'il a faite très récemment, sur les événements de novembre 2017. Voilà. Alors, commençons donc par ce que je trouve de positif chez Boris Le Lay. Je fais toujours comme ça pour mes vidéos, c'est mon aspect, c'est mon côté chrétien, voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, alors lui, il est, je crois, assez libéral, bien que catholique, et j'y reviendrai, donc là, il y a vraiment un problème chez les catholiques qui se disent libéraux, comme Charles Gave, Boris Le Lay, Henri de Lesquen, parce que leur église, et en plus ces gens-là sont anti-islam, donc leur église est islamophile et anti-libérale, mais eux sont anti-islam et pro-capitalistes. Donc là, ils sont dans la mauvaise crèmerie, il faudrait qu'ils en changent. Clairement, ou alors, je sais pas, c'est un problème, enfin je trouve, si on doit être cohérent intellectuellement, on arrête d'être catholique, on devient protestant, voilà, par exemple. Parce que Trump, il est bien protestant, il est bien anti-islam et capitaliste, donc c'est déjà plus cohérent. Bon. Mais bon, je vais commencer par les bons aspects de Boris Le Lay, vous voyez, je suis tenté d'aller tout de suite sur les... Donc Boris Le Lay ne parle pas du cosmopolitisme, contrairement à Henri de Lesquen, mais bien du marxisme culturel. Donc lui, il a compris, il a étudié ces questions-là, comme j'ai pu le faire et comme d'autres ont pu le faire. Franchement, c'est pas compliqué. L'école de Francfort, c'est une réalité, ça a été documenté, et donc leur influence énorme sur l'Occident, relayée par la suite par notamment les grands intellectuels français, Derrida, Foucault, les déconstructionnistes, tout ça est très bien documenté, et donc je ne comprends pas comment un Henri de Lesquen, par exemple, continue à parler du cosmopolitisme qu'aurait fondé Diogène, donc pourquoi une philosophie qui est née il y a plus de 2000 ans arriverait comme ça aujourd'hui? Non, ça n'a pas de sens. Alors que le marxisme culturel, là on voit très bien qu'il est apparu dans le début du XXe siècle, qu'il a été importé d'Allemagne aux États-Unis, et ensuite les Français ont fini le boulot. Dans les grandes universités américaines qui ont été complètement noyautées, le poisson pourri par la tête, donc souvent à l'invitation
des grands pontes de ces universités auparavant capitalistes, enfin, Stanford, Harvard, c'était la Mecque du capitalisme. C'était des Ludwig von Mises, les Milton Friedman incarnés. Eh bien, ils sont passés à l'ennemi. Et donc ça, Boris Lelay le dénonce bien, ce marxisme culturel, parce qu'il faut bien nommer l'ennemi, il faut bien nommer les choses, sinon, disait Albert Camus, on ajoute au malheur du monde. Donc voilà, Boris Lelay, il est libéral, il est donc anti-marxiste en général et anti-marxiste culturel en particulier, qui est cette forme de postmodernisme, on m'a dit aussi postmoderniste, comme le dit Jordan Peterson, mais c'est tout à fait ça, mais c'est la même chose. C'est le même vocable, si vous voulez. Donc ça, Boris Lelay, il l'a compris, je ne sais pas comment d'ailleurs, puisque dans l'école française d'éducation nationale socialiste française, on ne vous apprend pas ça, et puis à l'université non plus, parce que tout est rongé par le marxisme culturel justement, donc c'est très rare de trouver des gens, donc il a dû faire l'effort de lire, voilà, de lire des choses qui ne lui étaient pas données comme ça par les professeurs d'université ou autres. Donc je ne connais pas sa formation, je ne sais pas quel est son métier, s'il en a un, il ne nous le dit pas, ou en tout cas, je n'ai pas vu la vidéo dans laquelle il l'aurait dit. Et donc, il est catholique, alors ça c'est plutôt un mauvais point pour moi, qui suis protestant, mais bon. Alors, identitaire breton, pourquoi pas. Après, là où ça me dérange, c'est quand il va parler en tant que patriote français devant un drapeau identitaire breton. Là, c'est déjà pas logique. Alors ça, il commence toujours ses vidéos, bon, moi je les commence avec mon leitmotiv, mais lui il a aussi un leitmotiv, mais c'est pas en français. Donc, c'est en breton. Pourquoi pas? Bevet Brez, Brezatao. Alors ça veut dire apparemment Bretagne toujours, et j'imagine, ça c'est Brezatao. Bevet Brez, ça veut peut-être dire bonjour la Bretagne, je sais pas. Donc il s'adresse à la Bretagne dans ses vidéos, et aux Bretons, en breton. Mais il parle au français, alors après je comprends pas trop. Mais ça c'est un peu la contradiction des identitaires qui sont souvent pro-européens d'ailleurs, donc bon. Mais je vais pas rentrer là-dedans tout de suite, peut-être après. Alors il se dit catholique, mais comme la plupart des catholiques, il ne cite jamais Jésus, ni la Bible. Ça c'est un problème pour moi, le protestant, qui suis vraiment attaché à tout ça. Et donc on sait que la civilisation occidentale doit quasiment tout à la Bible. Donc c'est quand même dommage de ne pas s'y référer. Mais bon. Donc comme je l'ai dit, il est raciste et antisémite. C'est d'ailleurs pour cela qu'il vit au Japon, parce qu'il a été condamné lourdement, alors bien trop lourdement, enfin c'est les lois racistes, quasiment fascistes de France qui l'ont condamné à cela, et j'en profite pour lui apporter mon soutien. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, et c'est pas demain la veille que j'irai au Japon, a priori, ni qu'il vienne en Polynésie, puisqu'on lui a pris son passeport, les autorités françaises lui ont pris... Donc là, vraiment, on est dans le début des signes du totalitarisme. Voilà, un Français, identitaire breton, peu importe, s'exprime. Alors ses propos tombent sous le coup de la loi, c'est là où, bon, il aurait pu faire attention quand même, parce que... Mais bon, il a apparemment cette envie de pénal, et donc ses propos tombent sous le coup de la loi, et la France le condamne, alors je ne sais pas si c'est par contumace ou par autre chose, à des années de prison ferme, pour des paroles. Bon. Et ça c'est quand même du délire, et là je rejoins les Boris Lelay, les Henri de Lesquen, et tous ceux qui veulent supprimer les lois iniques et ineptes mises en place par les communistes, donc les marxistes, pour empêcher la liberté d'expression, notamment sur le sacro-saint racisme, voilà, dont il faudrait faire une nouvelle... Donc moi j'ai expliqué ça, les racistes ne sont pas des sous-hommes, c'est pour ça que j'ai quand même du respect pour Boris Lelay, et j'aimerais bien que beaucoup plus de Français soient comme lui, non pas racistes, mais résistants à l'envahissement musulman notamment, et puis à la décadence marxiste. Donc voilà, la France se porterait mieux s'il y avait plus de Boris Lelay en France. Malheureusement, c'est un peu les exceptions qui confirment la règle, donc voilà, moi je lui apporte mon soutien pour cela, bien que je condamne évidemment ces propos stupides pour lesquels il a été condamné. C'est pas parce qu'il a été condamné qu'il faut pas... Moi je suis pour la liberté d'expression, ça veut dire la possibilité de dire tout et n'importe quoi, tant qu'on ne va pas inciter au meurtre ou de tel ou tel, ou diffamer vraiment précisément une personne. Mais là,
des généralités. Voilà, si on veut croire que les Noirs sont inférieurs, bah, c'est débile, mais qu'est-ce que vous voulez? Je préfère que ça s'exprime plutôt que je préfère que ça s'exprime par la bouche plutôt que par les coups de machette, si vous voulez ce que je veux dire. Et là, en France, malheureusement, comme on met le couvercle sur la marmite, au bout d'un moment, le couvercle va exploser parce que tous ces gens-là se disent « Bon, c'est interdit d'être raciste, maintenant on est fasciste si on est raciste, eh bien je vais l'être, et je vais l'être encore plus, et je vous emmerde, etc. » Et voilà. Et donc, la censure n'est jamais une solution. Bref. Donc, je pourrais allonger la liste des gens qui font leur coming out, c'est pas gay, encore que pour certains, mais raciste surtout. Et on a vu les Oberton, les Conversano, les Boris Lelay, les Henri de Lesquen maintenant, j'avais fait Piero San Giorgio, ah oui, j'ai pris conscience de ma race. Bon, ça c'est vraiment débile, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la situation française, c'est l'appareil juridico-politique qui pousse les gens au racisme. Et c'est bien pour cela que je suis antiraciste de droite et non de gauche, c'est-à-dire que je veux laisser la liberté d'expression et abroger toutes ces lois débiles qui limitent la liberté d'expression. Voilà, donc il faut reconnaître à Boris Lelay d'être engagé, d'être militant, d'être courageux quand même, pour faire ces vidéos depuis maintenant près de 2 ans, je crois, ou un peu plus, je sais pas tout suivi. Mais il les faisait déjà au moment de Charlie Hebdo, l'attentat, donc ça fait plus de 2 ans, et peut-être 3 maintenant. Donc, il a de la suite dans les idées, il s'exprime bien, certains diront mieux que moi, sans problème, pourquoi pas. Mais là, après, où j'ai un problème moi, c'est que ce courage qu'il exprime ne mène pas à l'action. J'y reviendrai, c'est le principal défaut de Boris Lelay, selon moi, c'est que ça n'aboutit à rien, c'est du blabla. Voilà. Alors, c'est très bien le blabla, mais il faut quand même que ça aboutisse sur quelque chose. Donc, moi, j'essaye à travers les livres que j'édite, déjà, c'est un acte. Vous voyez, éditer un livre, c'est un acte militant, mais qui se traduit dans la réalité. Après, ça change les gens. Quand vous lisez un livre, vous pouvez passer à l'action derrière. Et tant qu'on en reste au blabla, bon. Donc, je vais commenter. Ah oui, dernier, il y a un point commun entre nous aussi, c'est qu'on vit tous les deux sur une île, du coup. Parce que lui est au Japon, moi je suis en Polynésie. Et sur ces îles respectives, il n'y a pas d'islam, il y a très peu de marxisme, il n'y a pas d'Union européenne, parce que le Japon n'est pas encore sous la domination de l'Union européenne. Et puis, le catholicisme est inexistant au Japon et très minoritaire ici. Voilà, alors il s'en réjouit. Alors c'est bizarre là aussi que quand on est catholique, on vive dans un pays où il n'y a pas de catholiques, ou très peu, enfin. C'est bizarre, je trouve, mais bon. Même si vous pourrez me dire qu'ici il n'y a pas de calvinistes. Voilà, mais j'y travaille. Donc, je vais commenter déjà son interview de Piero San Giorgio, et puis ensuite sa vidéo sur les événements les plus récents. Donc je vais le citer à chaque fois, comme je le fais, et puis je vais dire ce que j'en pense. Alors je cite Boris Lelay, « Je me suis engagé dans la défense de l'identité bretonne. Mon premier engagement politique, c'était dans un parti identitaire breton. Et je me reconnais comme ce que tu définis, dit-il à Piero San Giorgio, dans le mouvement autonomiste breton. » Bon, alors, là, je dois dire que ça m'a fait un peu rire, parce que le mouvement autonomiste breton... Alors imaginons demain, voilà, ok, admettons, la Bretagne devient autonome de la France. Alors, je dirais comme Staline, la Bretagne, combien de divisions ? Franchement, c'est Brest qui va les sauver, pardon. Non, il n'y a rien. Alors là, on est dans un petit délire, si vous voulez, identitaire, à croire que la Bretagne toute seule va avoir une armée, va avoir une économie suffisante pour qu'elle soit autonome. Non, ça n'a pas de sens. Donc je ne sais pas pourquoi là, on touche un peu le psychologique, parce que moi, ça me dépasse tout ça. Mais bon. Ensuite, Boris Lelay dit « La Suisse est-elle une nation, oui ou non ? La question se pose. » Parce qu'en Suisse, il y aurait plusieurs langues, il y a plusieurs langues, plusieurs ethnies, soi-disant, plusieurs cultures. Donc, Boris Lelay doute de l'idée que la Suisse soit un pays, et c'est là où on voit le côté identitaire un peu trop marqué. La Suisse est un pays, évidemment, depuis plus de 1000 ans, et donc il a constitué une identité nationale. Et il y a des choses très suisses aujourd'hui.
Et je vois pas pourquoi on viendrait remettre ça en question, donc je comprends pas sa remarque. Mais il voit peut-être des identités un peu partout. Et j'imagine qu'il s'est réjoui du réveil identitaire en Catalogne, par exemple. Mais bon. Ce que je défends, c'est le droit des peuples à s'autodéterminer, voilà. Mais, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi un village va pas s'autodéterminer comme étant... Vous savez, avant, quand c'était très difficile, ou laborieux, disons, de passer d'une ville à une autre, ou de faire 100 km, parce qu'il fallait prendre les chevaux, etc., eh bien, les gens qui venaient d'une ville à 100 km étaient considérés comme des étrangers. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'une ville ne pourrait pas s'autodéterminer, elle aussi Bon, ça n'a pas de sens. Alors, cette logique-là des identitaires, moi, je la comprends, mais je la partage pas. Alors, j'avais un ami qui vivait au Japon. Alors là, il explique pourquoi il vit au Japon, parce que Piero San Giorgio lui demande très légitimement « Mais qu'est-ce que tu fais au Japon ?» Alors, il explique « J'avais un ami qui vivait au Japon depuis le début des années 2000. Je suis venu le voir une fois. J'ai beaucoup aimé ce pays. » Alors, qu'un identitaire breton aime bien le Japon, ça me dépasse aussi, parce que moi, je suis allé au Japon. J'ai aimé ce pays, oui, j'ai aimé certains habitants du pays, mais le pays en lui-même, pas du tout, et j'y reviendrai. Mais bon, maintenant, j'y suis un peu bloqué malgré moi, puisque le gouvernement français m'a retiré mon passeport, ce que je vous disais. Je ne peux plus voyager librement, et comme j'avais l'opportunité de rester au Japon, j'y suis resté, puisque le gouvernement français ne me propose que de revenir en France pour purger une peine de prison. Donc, évidemment, là, je lui apporte mon soutien, parce que c'est débile, cette peine de prison, et là, c'est la dictature qui se met en place. Par contre, là où je ne comprends pas Boris Lelay, c'est quand il nous dit qu'il avait l'opportunité de rester au Japon. Alors, parce que dans la suite de l'interview, Piero San Giorgio lui dit « Mais au Japon, c'est très compliqué de venir en tant qu'immigré, ils en acceptent très peu, et c'est d'ailleurs quelque chose dont ils peuvent s'enorgueillir, etc. » Boris Lelay est d'accord, mais alors comment lui, il a pu réussir à aller au Japon? Alors je veux bien que le gouvernement français lui ait retiré son passeport, mais on ne reste pas au Japon si on n'a pas les laissez-passer, entre guillemets. C'est-à-dire carte de séjour. Et alors comment il a fait, Boris Lelay? Là, c'est là où, peut-être dans mon ignorance, j'ignore quelque chose qu'il a dit publiquement et tout ça, mais quelles sont les différentes options? Alors, soit il a une femme japonaise, mais ça je ne veux même pas l'envisager, puisque ça ne serait pas cohérent avec son discours racialiste, des blancs, forcément. Donc déjà, voilà, un blanc qui se retrouve au milieu. Moi, j'ai été au Japon, il n'y a pas de blancs, très peu, enfin, on est une ultra-minorité, il y a que des Japonais, justement. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce pays, lui, qui prône l'alliance entre les blancs? Déjà, il y a quelque chose qui m'échappe. À la limite, bon, la démarche de Conversano et de ses copains, là, qui vont en Hongrie, ça me paraît lâche et tout ce que vous voulez, mais au moins ils sont cohérents. Voilà, on veut entre les blancs, on est entre les blancs en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, il y a des blancs. Bon. Alors Boris Lelay, là, ça m'échappe. Je dois dire que... Donc, soit, comme je vous disais, c'est quoi les hypothèses? La première, c'est la plus stupide, qui serait la plus contradictoire avec son discours, c'est qu'il est une femme japonaise. Alors là, c'est-à-dire que lui qui est contre le métissage, pour le rassemblement des Blancs, il serait avec une non-blanche, une japonaise. Bon. Mais parfois, l'être humain est un peu tordu et hypocrite, donc et peu cohérent. Mais bon, je mets plutôt ça de côté, ça me paraît pas probable, très peu probable. Par contre, quelles sont les autres possibilités? C'est que il ait des connexions haut placées au Japon. Je ne vois pas d'autres, puisqu'il n'a pas de famille japonaise, a priori, enfin, en tout cas ça se voit pas. Et donc, alors, et là, il arrive un doute quand même. Et ça, il faudrait le lever, parce que est-ce que c'est pas un agent? Je sais pas. Parce qu'au bout d'un moment, vous restez pas dans un pays comme le Japon qui est ultra fermé, comme il l'a dit, il l'a répété, par hasard. Puis vous faites pas des vidéos comme ça qui sont vues par des dizaines de milliers de personnes, sans que le gouvernement japonais n'ait son mot à dire. Vous comprenez? Ils sont au courant. Les plus hautes autorités du Japon sont au courant. Donc là, il y a quelque chose qui m'échappe. Je dois dire que c'est un peu... Ça met un peu de doute sur le discours de Boris Lelay, et c'est dommage, parce que sinon son discours est plutôt, et j'y reviendrai, proche du mien, sauf l'aspect évidemment raciste et antisémite. Mais voilà, on ne sait pas. Et comme je vous dis, c'est voilà les deux possibilités que je vois, et l'une comme l'autre apportent leur lot de problèmes pour l'image et la réputation de Boris Lelay, je trouve. Mais évidemment, j'ai pas de preuve de ce que je dis là, donc
si des gens ont des informations, je ne veux pas non plus dire des choses sur sa vie privée, moi ça ne me regarde pas, sauf que là, il est un personnage public. Donc, qu'est-ce qu'il fait au Japon? Pourquoi il dit j'ai eu l'opportunité de rester au Japon? Si c'est pour des raisons de travail, le gouvernement japonais ne délivre pas comme ça des... enfin, il me semble, pendant plusieurs années. Alors peut-être quelque chose m'échappe, là vous pourrez peut-être m'éclairer dans les commentaires. Alors ensuite, Piero San Giorgio demande pourquoi le Japon ne se suicide pas par le métissage, voilà, justement. Boris Le Lay ne relève pas. Il répond que le Japon n'a pas connu la réforme comme étant une bonne chose. Donc voilà, toujours cet anti-protestantisme. Alors voilà, encore quelque chose de différent entre Boris Le Lay et moi, c'est qu'il reprend toute la propagande de l'Église catholique depuis 1000 ans en France, que c'était bien de massacrer les protestants parce qu'ils divisaient le royaume, etc. Voilà. Non, ils n'apportaient pas de valeur, et c'était bien de les faire partir tous. Là, il ne parle pas des juifs, mais enfin, il n'en pense pas moins dans d'autres vidéos. Et donc, c'était bien de faire partir tous ces protestants et ces juifs à l'étranger pour renforcer les puissances étrangères à la France et pour affaiblir notre pays, naturellement. Et nous, de rester entre catholiques comme ça, à 98% catholiques, bah, c'était une bonne chose. Ah bon? Non, c'était une dictature, là aussi, Boris Le Lay. Alors, il va dénoncer la dictature socialo-communiste, la République, comme il dit lui-même, puisqu'il est anti-républicain. C'est ce qui le différencie de... une des choses qui le différencie d'Henri de Lesquen, qui lui se dit républicain. Mais non, Boris Le Lay, il dénonce la République. Mais il soutient l'État catholique, qui est très proche, en fait, en termes de dictature. Donc, c'était compliqué de ne pas être catholique dans l'État catholique, hein. Comme c'est compliqué aujourd'hui d'être raciste, donc, comme Boris Le Lay dans la République. Donc là, c'est pas très cohérent non plus. Alors les Japonais, dit Boris Le Lay, n'ont pas adopté une anticulture qui repose sur une négation de la réalité. Ils n'ont pas de détestation d'eux-mêmes. Certes, mais alors là, il nous parle d'un peuple qui n'a pas d'armée, donc, et qui est complètement vassalisé, comme il le reconnaît d'ailleurs dans l'interview, par les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est le seul peuple au monde à s'être pris 2 bombes nucléaires sur la gueule, quand même, pour qu'ils se calment de tous leurs massacres perpétrés auparavant, et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'y reviendrai, puisque lui-même en parle. Y a-t-il au Japon un marxisme culturel, demande Piero San Giorgio. Et Boris Le Lay répond non, c'est pas faute d'avoir eu des tentatives, mais ça prend pas. La culture japonaise n'est pas une culture chrétienne. Là, j'avoue que j'ai pas trop compris le rapport. C'est pas parce qu'il y a une culture chrétienne que naît le marxisme culturel. Le marxisme culturel apparaît à cause du communisme. Donc c'est une subversion, une tentative de déstabilisation du communisme, de ses ennemis. Et ses ennemis, bah, c'est tous ceux qui ne sont pas communistes. Donc on dira plutôt que les Japonais n'ont pas laissé les communistes infiltrer leur société. Voilà, parce que c'est une société très fermée sur elle-même d'ailleurs, consanguine on pourrait dire. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec Piero San Giorgio quand il dit que les Japonaises sont mignonnes. Bah, il n'a pas vécu au Japon, Piero San Giorgio, hein, parce que moi qui ai vécu, non, les Japonaises, non. C'est vraiment l'exception quand on voit une jolie fille. Tiens, celle-là, elle est jolie. Mais bon, parce que quand on est consanguin, bah, ça donne pas des bons résultats. Voilà. Et donc, en fait, Boris Le Lay fait l'apologie du Japon. Il y vit, donc il n'a pas trop le choix, j'imagine, mais quelle est la part de réalité? Bah, il a l'air sincère, et donc ça, je ne vais pas lui retirer, mais moi qui y ai vécu, la société dans laquelle j'ai vécu, c'est plutôt une société collectiviste. Alors pour le coup, elle n'est pas communiste, mais la blague à l'époque, c'était que le Japon était la seule société communiste qui avait réussi. Parce que, pour vous donner une anecdote, moi qui étais le seul blanc d'une école de 3 ou 4 000 Japonais, eh bien, quand je me retrouvais tout seul à me balader comme ça, j'avais tout de suite 10 Japonais qui venaient autour de moi en me disant « Ça va pas? Il y a un problème ?» Je dis non, pourquoi vous me demandez ça? Bah, je sais pas, t'es tout seul. Voilà. Donc ce sont des gens, des moutons vraiment, qui vivent, il suffit de voir leur transport en commun. Voilà. Et là, on touche vraiment au collectivisme dans sa forme la plus dégueulasse, c'est-à-dire que quiconque a pris au Japon les transports en commun aux heures de pointe, comme je l'ai fait, et comme certainement Boris Le Lay le fait tous les jours, ou pas, enfin, il a dû le faire au moins une fois, c'est vous vous retrouvez comme des bestiaux dans un train de marchandises. Et pire que ça, vous avez des agents de leur SNCF local là-bas. C'était comme ça en 1994 quand j'y suis allé, mais ça n'a pas changé, j'imagine.
les agents de leur SNCF là-bas, ils sont là pour pousser les gens pour qu'ils en rentrent un maximum. Donc vous voyez déjà une capacité de peut-être 100 personnes par wagon, il en rentre 250. Et donc tout le monde est comme ça. Et vous avez les petits écoliers avec leur cartable qui rentrent dans les genoux de tout le monde, et tout le monde est comme ça. On fait des grimaces, mais on ne doit pas dire qu'on souffre, parce que sinon on perd la face, vous comprenez? Donc c'est une société très très bizarre, moi. Ils ont, voilà, je ne veux pas juger, c'est pas de l'ethnocentrisme, mais pour y avoir vécu, je peux vous dire que c'est collectiviste à fond. Les gens sont... c'est Édith Cresson qui avait dit qu'ils sont des fourmis. Bon, bah, elle n'avait pas tout à fait tort, elle a été tensée à ce sujet, mais franchement, quand on y a vécu, oui, ce sont des gens qui se... C'est plus des sardines que des fourmis d'ailleurs, parce qu'ils vivent dans 30 mètres carrés à 8, souvent, et dans des maisons où il y a toute la famille répartie sur 3 étages, parce qu'ils ont un grand respect des anciens, donc ça on ne peut pas leur reprocher, parce qu'on perd ça en Occident, mais du coup, vous avez l'arrière-grand-mère et l'arrière-grand-père à l'étage, puisqu'ils vivent très vieux aussi, et ensuite vous avez les grands-parents, puis ensuite vous avez les parents et les petits-enfants, et machin. C'est invivable, on vit tous les uns sur les autres, donc... En plus, vous avez un taux de suicide qui est hallucinant au Japon, et ça, c'est pas bon signe. Généralement, quand vous avez un taux de suicide important dans une société, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et si on regarde un peu les causes, bah c'est d'une part, d'après moi, après, bon, mais c'est qu'il y a un stakhanovisme, alors là, qui se rapproche du stakhanovisme soviétique, qui est vraiment insupportable. Pour vous donner encore une anecdote, dans ma famille d'accueil, bon, j'ai passé qu'1 mois et demi, mais ça m'a permis quand même de faire le tour, puis je parlais quasiment couramment japonais, donc, à l'époque, et donc je m'imprégnais de tout ça, de cette culture, assez rapidement. Et donc, c'était la période des examens, mai-juin de 94. Et donc, mes deux correspondants, Hiromitsu et Yoichi, descendaient. Donc, ils étaient dans leur chambre, quasiment 24 heures sur 24, et ils étudiaient. Et quand ils descendaient pour prendre le petit déjeuner, ou le déjeuner, ils étudiaient sur leurs genoux pendant qu'ils regardaient la télé. Enfin, c'est un truc de fou, c'est-à-dire... Et là-bas, le travail, c'est sacré. Voilà. Et les gens bossent sans arrêt, c'est pas une blague, quoi. Il faut le voir pour le croire, parce qu'on leur dit, mais attends, on fait une pause. On se demande qui a le temps de jouer aux jeux vidéo, d'ailleurs. En tout cas, les étudiants, ils bossent, et quand vous allez en entreprise, ils bossent, donc je sais même pas quand est-ce qu'ils ont le temps de... Mais parce que vous avez une autre catégorie de gens, donc il y a ceux qui bossent à se tuer, donc à se suicider, parce qu'au bout d'un moment, ils en peuvent plus, et le corps lâche. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui ne supportent pas cette vie, et on peut les comprendre, et là c'est l'extrême inverse, et on appelle ça les otaku. Et les otaku, bah, ils vivent complètement isolés, parce qu'ils en ont marre aussi d'avoir tous les japonais qui leur sont dessus en permanence, que j'ai vécu. Donc là ils sont totalement isolés, et eux ils vivent que à travers leurs jeux vidéo. Donc ils ont quelqu'un dans leur famille, ou leur famille est riche, ou qui bosse tellement que voilà, et ils décident de vivre dans leur chambre. Voilà, c'est pour ça otaku, ça veut dire, je crois, vivre dans sa chambre, et ils vivent dans leur chambre avec leurs jeux vidéo. Et c'est tout, ils vivent dans 5-10 mètres carrés max. Et voilà, le Japon, c'est... Je veux pas le caricaturer, parce qu'il y a des gens intelligents là-dedans, et voilà, Akio Morita, l'inventeur du Walkman, de Sony, enfin, la PS4 et tout ça, c'est génial. Sauf que ça vient d'esprits torturés par des conditions qui sont imposées culturellement, qui sont inadaptées à l'être humain. Mais totalement inadaptées, vous n'avez pas de vie. Et là, le Japon a maintenant une démographie qui chute, donc ils sont en train de remplacer les hommes par des robots. Voilà, c'est ça leur plan, c'est ça leur stratégie, les robots. Waouh, super, vachement humain. Donc non, c'est pas une société... Et ils sont pas chrétiens. Alors là aussi, Boris Lelay, je suis désolé, mais quand on n'a pas été infusé par le christianisme, voilà le résultat. C'est des trucs inhumains. Je veux dire, eux, le 7e jour où Dieu s'est reposé, ils connaissent pas. Ça n'existe pas. Donc moi, j'ai pas du tout la même vision idéaliste du Japon, et c'est le dernier pays où j'aimerais aller. Alors, évidemment, si vous me proposez comme autre pays, les pays musulmans par exemple, c'est sûr, je préférerais le Japon. Mais vraiment, j'irai pas de gaieté de cœur, parce que je sais très bien que les gens là-bas sont fous, quoi. Ils sont fous de travail, ils sont fous de... Après, culturellement, c'est très différent de nous, hein. Perdre la face, par exemple, ça n'existe pas, mais bon. Chez nous, voilà.
Euh, et puis, alors, même, oui, ce que je vous ai pas dit, mais même après le travail, les gens se montent encore les uns sur les autres dans un bruit de folie dans les centres de loisirs, alors que ce soit les centres de jeux vidéo ou ce qu'on appelle les pachinko. Ça existait en 94, j'imagine que ça existe encore. C'est des flippers verticaux, ils ont des petites boules par milliers qui tombent comme ça, une sorte de loterie débile, et ça fait un bruit de fou. Donc les gars, ils sont dans un bruit de fou déjà au travail, après ils arrivent, ils sont dans un bruit de fou, enfin, ça va devenir fou. Et la femme est ultra soumise là-bas aussi. Je dis aussi parce que je pense aux pays musulmans, c'est à peu près la même chose. Elle doit attendre jusqu'à 3 ou 4 heures du matin si le mari retourne de son pachinko, voilà, pour que le repas soit chaud. Alors sinon, attention, hein. Donc c'est très machiste comme culture, c'est la culture des samouraïs, tout ça. Alors il y a un honneur, vous savez, le suicide, c'est pas juste les jeunes qui en ont marre de cette société de merde, c'est aussi une culture, le suicide. Yukio Mishima, je crois qu'il s'appelait, cet auteur là, littéraire qui est mort d'un suicide à 30 ans parce que c'était bien de se suicider. Mais si vous perdez la face là-bas, vous vous suicidez. Ils appellent ça le seppuku. Alors on traduit ça par harakiri, mais c'est pas japonais, c'est seppuku, le vrai mot. Bah, je suis désolé, moi, une société qui valorise le suicide, c'est une société qui est malade. Mais eux, pour eux, c'est ah non, on a de l'honneur si on se suicide. Il vaut mieux se suicider. Et alors les kamikazes, c'était quoi? Voilà pourquoi ils se sont pris aussi 2 bombes nucléaires sur la gueule pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce qu'ils massacraient tout le monde et ils se balançaient par des avions sur l'ennemi, enfin, alors qu'ils avaient perdu. Donc je suis désolé, ça c'est une culture de merde. Et on voit bien qu'elle n'a pas été infusée par le christianisme, justement. Alors que Boris Lelay, le chrétien revendiqué identitaire breton, il n'y a pas de breton, hein, c'est peut-être le seul breton qui est au Japon, se retrouve là-bas, alors de gré ou de force, mais apparemment ça lui plaît, ou alors il s'est fait une raison, je sais pas. Bon. Puis je parle même pas des Yakuza et toutes les mafias qu'il peut y avoir, parce que ça il y en a un peu partout, mais là-bas c'est gratiné quand même. Alors Piero San Giorgio demande, le Japon est-il soumis aux États-Unis? Et Boris Lelay répond, le Japon a l'image d'une classe politique soumise aux intérêts américains, mais ils se servent des États-Unis pour solder la défaite de 1945 afin de se réattribuer des outils de puissance. À l'extérieur, rien sans l'autorisation des États-Unis. À l'intérieur, c'est chasse gardée, politique dirigée par les grandes familles. Bon, bah ça je pense que c'est assez juste. Sur son analyse de la géopolitique et de la géostratégie du Japon, il la connaît certainement mieux que moi d'ailleurs, pour y vivre. Mais enfin, c'est quand même... quand il dit ils se servent des US pour solder la défaite de 1945, ouais, enfin bon, ce sont les petits toutous des États-Unis, et ils ont été castrés hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont une constitution pacifiste qui leur interdit, comme à l'Allemagne d'ailleurs, d'avoir une armée, et donc ils sont complètement au service des États-Unis. Et voilà. Donc, mais je pense que c'est mieux, parce qu'en effet, là on voit la force chrétienne, donc protestante américaine, qui les a castrés littéralement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour les empêcher de nuire. C'est comme on castrerait un pédophile. Voilà. Le Japon, c'est un peu une nation, on pourrait résumer comme ça, un pédophile qui serait prêt à aller, excusez-moi, faire du mal à tout un tas d'enfants, et c'est pas exagéré de dire ça. Si vous voyez toutes les horreurs qu'ils ont commis en Chine, en Corée du Nord, tous ces pays le détestent littéralement le Japon, et à raison, parce que les Japonais ont vraiment fait des horreurs qui sont au niveau de celles des nazis, là, vraiment, et des soviétiques dans les goulags. C'est des viols de masse, des massacres. Les Japonais sont détestés en Asie en général. Voilà. Sans jeu de mots, nazis en Asie. Mais vraiment, ils sont détestés. Il y a une raison, on n'est pas comme ça détestés, donc... Ça, c'est le pays... Donc la force protestante a dit « Stop, maintenant, on arrête les conneries ». Et il leur a balancé 2 bombes nucléaires dans la gueule. Alors les pacifistes, ouais, c'est nul, c'est anti-humaniste. Bah ouais, mais maintenant, on a un Japon, au moins, qui est productif. Alors certes, ils bossent trop, mais au moins, ils font des choses constructives, voilà, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les différentes industries. Mais le meilleur exemple, je trouve, c'est l'automobile. Voilà, ils sont des très bons... avec les méthodes de Six Sigma et autres, d'amélioration de Kanzen, ou de... je sais plus les mots que j'avais appris en bachelor, mais... Voilà, donc ce sont des gens qui sont intelligents,
Ils ont un haut QI, comme dirait Boris Lelay ou Piero San Giorgio ou tous ces gens-là. Mais ils l'ont utilisé vraiment pour faire le mal. Et donc il a fallu la force protestante pour leur dire maintenant vous arrêtez vos conneries et vous faites pour le bien. Voilà. Et donc ils sont... C'est toujours une société qui est malade de l'intérieur, avec plein de problèmes psychologiques, comme je vous l'ai dit. Mais au moins, voilà, ils font plus le mal à l'extérieur, ils violent plus, ils massacrent plus. C'est terminé cette ère-là. Et ça ne durera... Ça recommencera dès lors que vous leur redonnerez une armée. Ça, c'est évident. Pour moi en tout cas. Alors à propos des migrants, San Giorgio plaisante, l'Allemagne c'était mieux avant, voilà, tu vois, avec ces blagues, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Piero San Giorgio, si vous voulez connaître la subtilité de ces blagues. Et Boris Lelay rigole aussi, voilà. Alors San Giorgio précise qu'il ne parle pas forcément de l'Allemagne nazie, mais de l'Allemagne de Weimar. Bah voyons. Alors, soyez des sujets politiques, dit Boris Lelay, on est un sujet politique que quand on peut se défendre. Donc défense du port d'armes, très bien, moi aussi je le défends, et comme les Suisses et les Américains, en tout cas ceux de droite. Ce qu'on n'a pas en France, et donc c'est un pays qui va se faire... C'est un peuple qui va se faire laminer à la première occasion. C'est ça les peuples qui sont désarmés par la liberté d'expression et par le port d'armes. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous êtes foutus. Par contre, est-ce qu'on doit déduire que Boris Lelay appelle à prendre les armes? C'est ça le problème, c'est qu'il ne le dit jamais. Il dit jamais ce qu'il veut. Il reste dans son blabla, voilà, théorique. Alors c'est une très bonne analyse de la situation, le plus souvent, très, très, très fine, d'ailleurs. Parfois erronée, évidemment. Mais... Ça ne débouche sur rien, et donc il voit le Titanic couler, et il le dit, voilà, le Titanic coule, ah bah merci Boris Lelay, on n'avait pas remarqué. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah on ne sait pas. Voilà. Donc c'est pas le nouveau, évidemment, Jean Moulin, ou le nouveau De Gaulle, dont la France a tellement besoin aujourd'hui. Alors, maintenant je vais passer à l'autre vidéo que j'ai analysée, donc une vidéo qui s'appelle « La France à l'agonie », et dans laquelle Boris Lelay analyse 3 événements qui se sont passés en novembre 2017. Les commémorations des attentats du Bataclan, les commémorations du 11 novembre à la sauce marocaine, quand les Marocains ont célébré leur qualification pour la Coupe du Monde de foot, et puis avant cela, il y avait encore les prières de rue à Clichy. Voilà. Alors, sa critique des prières de rue à Clichy, j'ai rien à dire. Sauf qu'il n'a toujours pas parlé sur son site du livre que j'ai édité d'un sociologue, qui s'appelle La pression islamiste, et dont la couverture, c'est justement les prières de rue à Clichy, et oui. Donc là encore, je vous dis, beaucoup de blabla, mais une fois qu'on en arrive aux faits, voilà, ce sont les livres qui permettent de résister aussi. C'est pour ça que je suis éditeur. Et donc, il n'en a pas parlé. C'est pas faute de lui avoir envoyé l'information, voir le livre, ça je sais pas, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, ce livre, personne n'en a parlé d'ailleurs. Personne. Ni dans les anti-islam, ni dans les pro-islam. C'est marrant. C'est certainement qu'il est vrai. Alors, rien à dire sur la critique de l'islam par Boris Lelay. Donc là, on est tout à fait d'accord, exactement sur la même ligne avec Boris Lelay, qui est la ligne Guillaume Fay, qui est la bonne ligne, quoi. La ligne Henri de Lesquen, voilà. Arrêter l'islam, fermer toutes les mosquées, renvoyer tout le monde. Ça, aucun problème. Et en plus, il démasque bien l'islamophilie donc de ces élus qui ont manifesté contre les prières de rue, mais pour dire derrière que c'était les prières de rue qui généraient de l'islamophobie, la fameuse islamophobie. Voilà. Donc, il peut évidemment encore parler de l'islam parce qu'il habite très très loin des quartiers islamisés de l'ex-France, comme je l'appelle. Et moi aussi d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on voit de moins en moins de gens qui peuvent s'exprimer librement contre l'islam, parce que ils sont menacés directement dans leur quotidien. Et on l'a vu par exemple récemment avec Morgan Priest, qui a dit face caméra, dans une vidéo de fin novembre, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur lui, j'ai été menacé de mort, et donc je ne critique plus l'islam, voilà. Comme ça, et ça c'est la technique musulmane classique, c'est « Ah ouais, tu veux critiquer le prophète? Allez !» Charlie Hebdo, on tue tout le monde. Et donc, ça calme, c'est sûr que... Mais le problème, c'est que les gens, comme Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen avant lui, et tout ça, ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire parce qu'ils ont eu la défense de leur propre intérêt, ça c'est sûr. Allez, je montre un parti, j'encaisse, etc. Mais pendant ce temps, la France s'islamise, et puis on en arrive à un moment où on ne peut plus le dire. Ah non, elle ne s'islamise pas en fait, elle...
Non, là, toutes les mosquées que vous voyez, en fait, c'est de l'accommodement raisonnable, je sais pas quelle... En fait, c'est la langue, après, qui vient prendre le relais pour... ça, c'est un peu la vaseline de l'envahissement, quoi. Une fois qu'on n'a plus d'autre choix que de constater qu'on est sous occupation, ben... Oui, mais vous comprenez, c'est pas si grave que ça pourrait être pire, hein. Bon, ouais, merci. Alors, tous ces gens-là qui ont collaboré, qui viennent nous faire des leçons aujourd'hui... Alors qu'ils peuvent même plus, Marine Le Pen, elle ne peut plus dire l'islam dehors. C'est terminé. Voilà. Elle aurait pu le dire encore il y a 10 ans, quand elle a été élue présidente du Front National, mais à ce moment-là, elle a dit le contraire. Elle a dit, finalement, elle a pris Philippot, qui n'est pas un anti-islam radical, hein, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, et l'islam est compatible avec la République, etc. Bon. Bref. Donc, rien à dire sur la critique de l'islam par Boris Lelay, et il peut le dire parce qu'il est très loin des musulmans comme moi. Voilà. Alors, il rappelle que l'UOIF a ses quartiers au ministère de la Justice, ce qui est vraiment triste, mais voilà où on en est. Le gouvernement étant infiltré par les musulmans, comme aux États-Unis d'ailleurs, sous l'ère Obama. Là, sous Trump, à mon avis, ça a changé. Hein. Tous ces gens-là se sont retrouvés sur la touche, et c'est très bien, mais voilà, encore une fois, un protestant qui a eu ce courage de virer tous les pro-islam et les islamolâtres du gouvernement. Donc c'est ce qu'il faut à la France, c'est un protestant, c'est évident. Un protestant de la trempe de Trump, si je puis dire. Et quand on voit Henri de Lesquen, excusez-moi, mais enfin, il n'a pas le charisme qu'il faut, et Boris Lelay non plus. Enfin, franchement, je fais toutes ces vidéos-là aussi pour vous montrer qu'il n'y en a pas un qui puisse prendre les rênes du pays, de gré ou de force, je dirais, et rétablir le pays comme il devrait l'être. Voilà. Alors, la presse de gauche représente 95% de la presse en France. Bravo, rien à dire. Là aussi, Boris Lelay a bien compris, parce qu'on voit dans les patriotes, soi-disant, oui, la presse est aux mains du grand capital, Dassault. Les gars, c'est ce qui est écrit qui compte. On s'en fout que Dassault ou Bolloré ait la presse. Encore que ça peut influencer un peu sur la ligne. Évidemment, Dassault, ils vont pas critiquer Dassault dans les colonnes du Figaro. Et Bolloré, ils vont pas critiquer Bolloré non plus. Mais ça, c'est la marge. Ce qui compte, c'est quelle est l'idéologie qui est transmise dans ces médias. Et là, Boris Lelay a tout à fait raison. C'est un des rares, d'ailleurs, à l'avoir compris. C'est tellement gros que plus personne ne le voit. Alors ça, je comprends pas. Et là, je dois tirer mon chapeau à Boris Lelay, parce que voilà, 95% de la presse est de gauche. Et je suis le seul à avoir dénoncé les dîners annuels, non pas du CRIF, ça aussi je l'ai dénoncé, mais je suis pas le seul, mais les dîners annuels de l'humanité, là où se rassemble toute la presse, tous les patrons de presse sous l'égide d'un truc communiste, quoi. C'est incroyable. Et le résultat, c'est France Télévisions, l'AFP, Radio France. Déjà là, vous avez au moins 50% de l'information en France. Là, tout ça, c'est de gauche, voilà, voire d'extrême gauche. Et si vous rajoutez ensuite toute la presse ultra subventionnée, eh bien vous avez de la gauche aussi. Et tous les journalistes se disent de gauche, enfin, ils vont pas commencer... Et la meilleure preuve, c'est que des gens comme Boris Lelay, ou moi, ou Henri de Lesquen, à la limite, ou d'autres, ben on passe jamais. Et on passera jamais, et nos livres ne seront jamais médiatisés, parce que c'est la gauche. J'ai fait toute une série de vidéos pour démontrer ça avec mon livre noir de la gauche, qui n'a été diffusé dans aucun média, sauf Radio Courtoisie, donc un des seuls médias de droite. J'ai été devant le Figaro. Voilà, le Figaro, la droite française, non. Figaro, pas une ligne sur mon livre noir de la gauche. J'ai été devant Valeurs Actuelles, pas une ligne. Dans Valeurs Actuelles, vous voyez, disons de droite, pas une ligne sur le livre noir de la gauche. Et donc, après, je parle même pas de Radio France et de tout ça. Le seul qui m'a invité pour en parler, c'est ADI, sur France Télévisions, où j'ai pu dire quelques mots contre la gauche, heureusement. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Alors, Boris Lelay dit « Vous êtes livré à une collaboration de la presse française, les journalistes, il faut leur cracher à la gueule. » Bon, alors ça me rappelle Laurent Ozon qui disait qu'il fallait casser les jambes des journalistes quand on les croisait. Bon, ça me paraît pas très intelligent, peut-être que ça détend, mais en général, je trouve pas ça très chrétien de cracher sur la gueule des gens. On crachait sur Jésus, mais Jésus ne crachait pas sur les gens, donc je vois pas ce que ça changera. Et honnêtement, donc là, Boris Lelay se lâche, mais pas très chrétien, je trouve. C'est ma petite dédicace à cette race maudite. Encore une histoire de race.
Non, les journalistes sont aux ordres, c'est pas une question. Quand De Gaulle dénonce la presse sous Pétain, c'est la même presse ensuite qui va faire ses éloges quand il sera au pouvoir. Donc les gens... Alors certes, il y a une partie de la presse qui était très critique de Gaulle, parce qu'elle était de gauche déjà, mais globalement, les journalistes, ils vont dans le sens du vent, c'est comme les feuilles mortes, quoi, voilà. Et donc, il faut savoir faire avec, et les coincer, leur démontrer qu'ils ont tort, et qui contribuent à couler le pays. Mais un pays ne peut pas faire sans médias et sans presse. Donc c'est pas moi qui vais défendre la presse française, certainement pas, puisque j'ai écrit suffisamment de livres contre elle, notamment le coup d'État médiatique, notamment Ils ont tué la télé publique, etc. Mais pour autant, je suis pour la liberté de la presse. Voilà. Simplement, voilà, le maître en la matière, c'est Trump. Je suis désolé, il s'est servi des outils comme Twitter, par exemple, contre les médias. Il a fait une campagne contre les médias, donc ça, c'était très bien, voilà. Et les médias s'alimentent de la critique anti-médias. Donc, celui qui fait le mieux ça en France, c'est triste à dire, mais c'est Mélenchon. Alors, vous vous rendez compte, le gars qui est peut-être le plus encensé dans les médias, c'est celui qui critique le plus les médias aussi. Bon, parce que là, c'est sa stratégie de victimisation, et apparemment, ça marche bien, puisque des Français marchent. Mais c'est lui qui est le plus doué pour ça. Alors, franchement... tous les Wauquiez, tous les gens de pseudo-droite, et même Marine Le Pen, elle est nulle dans ce domaine par rapport à Mélenchon, quoi, elle est nulle. Bref, c'est pas peu dire, parce que je trouve pas non plus que Mélenchon soit top. Mais bon. Alors. Donc s'il s'agit d'une stratégie de la part de Boris Lelay pour libérer la France, que de cracher sur les journalistes, ça va pas aller bien loin. Ça, c'est ça la critique fondamentale que je lui fais, c'est... Et maintenant, et que faire, comme disait Lénine, alors... Voilà. Alors l'état de droit est une escroquerie, ça n'existe pas, c'est un état de force, la République pré-musulmane, j'aime bien l'expression, rampe devant ces quelques agitateurs islamistes et déploie tout ce qu'elle a de force de l'ordre afin que les prières musulmanes illégales se passent dans le calme. Tout à fait d'accord. Le 11 novembre, on a eu un autre moment, un grand moment de décadence française, dit Boris Lelay. Soit vous réagissez avec vos tripes, et ça peut mal se terminer, si vous avez un minimum de conscience, soit vous avez un peu de recul, je vous laisse choisir. Donc là aussi, c'est pas clair. Soit vous avez un minimum de tripes, ça veut dire quoi? Qu'il faut aller prendre son couteau et tuer des gens dans la rue? On comprend pas. En fait, Boris Lelay n'a pas pris la peine de mettre une stratégie claire en œuvre qu'il pourrait donner de son Japon au peuple français pour qu'il résiste. C'est que du blabla. Donc moi je pense l'avoir fait, et malheureusement les Français ne m'ont pas suivi, voilà. Je le redis ici, mais si vous allez sur les plateaux télé en direct et que vous empêchez ces gens de faire leur travail correctement, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais une fois que vous avez enclenché ce premier verrou, vous allez voir que beaucoup de choses vont... Justement, c'est les médias qui sont les premiers moyens d'action. Et que ça sert à rien de faire des manifestations dans la rue ou je sais pas quoi. Bon. Mais ça, voilà, je l'ai dit maintenant, ça fait suffisamment longtemps. J'ai démontré par moi-même que c'était possible, en allant plusieurs fois sur les plateaux télé et en ayant des résultats hallucinants. Je veux dire, 80 médias pour l'histoire de Deschamps, c'est énorme, à moi tout seul. Et donc, si après ça, les gens ne sont pas capables de comprendre, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, des ressortissants marocains se sont rassemblés sur la tombe du soldat inconnu, parce que leur équipe de merde était qualifiée pour la Coupe du Monde de football. Ils sont venus profaner la tombe du soldat inconnu, pourquoi pas, dans l'état où la France est. Le jour où on commémore des gens qui se sont sacrifiés pour la France, ces gens ont eu le droit au rassemblement de populations insolites qui sont venus littéralement déféquer sur les ossements de l'un d'entre eux. C'est une profanation, mais ces populations n'en ont même pas conscience. Bon, là on va pas chipoter, mais moi je pense qu'au contraire, elles en ont totalement conscience, que c'est comme ça que procède l'islam depuis 1400 ans, et qu'ils savent très bien qu'il faut s'en prendre aux symboles, et que quel meilleur symbole aujourd'hui de l'armée française ou de ce qu'il en reste que la tombe du soldat inconnu. Alors, Boris Lelay continue, que les Français ne soient pas foutus de s'indigner, la presse de gauche fidèle à elle-même, pas un mot des autorités, rien. Bah oui, on fait le même constat. C'est bien pour ça que Dieu m'a envoyé ici, c'est que
a priori, ça va pas cesser d'aller dans ce sens-là. Je vais m'attarder sur le cas de l'armée française. Les généraux, vous êtes à vomir, dit Boris Lelay. Voilà, ça rejoint ma vidéo, l'armée qui a trahi la France, même si je ne suis pas sûr que Boris Lelay ose critiquer, comme je l'ai fait, le carton de généraux en retraite, que sont les Tauzin, Picmal et autres hypocrites, pour être sympathique, qui osent maintenant... ça, c'est un peu comme Lesquin qui l'ouvre maintenant qu'il est à la retraite, alors qu'il a servi l'État français toute sa carrière, l'État marxiste. Mais maintenant, je suis national-libéral. Hein. Bah oui. Bah là, c'est pareil avec les généraux. On laisse faire l'islamisation, l'envahissement, l'État obèse, qui nous paye d'ailleurs, hein, nous les généraux, y compris notre retraite. Et maintenant, on vient dire « Ah, la France est en train de sombrer. » Bah oui. Donc, je ne sais pas si Boris Lelay va jusque-là, mais en tout cas, il s'en prend aux généraux actuels. Et ça, c'est difficile de ne pas lui donner tort. Je vais essayer de ne pas être... Mais par exemple, voilà, il pourrait appeler, je sais pas moi, les généraux, ou peut-être pas les généraux, mais enfin, dans les rangs inférieurs de l'armée, il pourrait appeler des gens à lutter, à sortir de cette armée, comme l'avait fait De Gaulle. Alors certes, il n'est pas général, il n'est pas moi non plus, hein, mais je verrais d'un bon œil que des gens dans l'armée arrêtent de servir l'oligarchie marxiste, et islamophile, et qui disent « Stop, maintenant on ne peut plus participer à ça, maintenant on fait défection, on s'exile dans je ne sais pas quel pays et on se met sous leur protection, on fonde une armée de résistance et nous rejoignent qui veulent, etc. » Ça serait facile à faire. Enfin, théoriquement, c'est bien ce qu'a fait De Gaulle en 1940, donc il faut attendre quel point d'abaissement national pour en arriver là. Jusqu'à quand il faudra... Enfin, je sais pas, moi ça me dépasse un peu, mais au moins Boris Lelay pourrait dire ça? Non. Bon. Alors, vous seriez où avec vos étoiles, sans les soldats de 14-18 nulle part? Vous pensez à vos carrières de planqués de merde et tous autant que vous êtes, avec vos étoiles, vous êtes des planqués de merde. Bah oui, c'est bien ça le problème. Bon, mais là... il enfile les perles, je dirais, parce que ça, tout le monde peut le voir, mais ça fait plaisir à entendre, c'est vrai. Mais bon, parler pour parler, encore une fois, c'est un peu frustrant. Alors, il y a aussi, bien sûr, la population française. 3 générations après les poilus, leurs descendants ne sont plus que de sombres merdes. Ça appelle minimum à une manifestation de 10 000 personnes. Ah, voilà. Il faut manifester. Et alors, qu'est-ce que ça va changer? Sur les champs, mais les Français n'en ont rien à foutre. Bah toi, tu pourrais pas manifester puisque tu es au Japon, donc c'est facile d'appeler à la manifestation, puis tu pourrais pas manifester toi-même. Mais bon, et je dirais, ça c'est le... Est-ce qu'on peut en vouloir aux Français? C'est le résultat, d'une part, de la prospérité qui rend mou, prospérité due à l'essor du capitalisme, et donc c'est dû aussi au marxisme culturel, qui rend fou. Donc la prospérité rend mou et le marxisme culturel rend fou. C'est-à-dire qu'on n'a plus la notion de frontières, d'identité, de nation, enfin, on n'a plus aucune notion. Voilà. Bon. Je ne ferai pas preuve d'indulgence avec les Français, ils ne le méritent pas, à l'exception d'une minorité, la majorité du peuple français donne la nausée. Voilà. Bon, ça rejoint l'anecdote que je vous ai donnée, je ne sais plus dans quelle vidéo, sur ce qui m'est arrivé dans un train le 8 janvier 2015, donc le lendemain de Charlie Hebdo. En effet, ce sont les bons Français blancs qui sont venus m'emmerder, au lieu d'emmerder l'islamiste qui était en train de me menacer de mort. Bon. Donc ça, c'est triste quand même à dire, mais en 40, c'était bien la même chose. Tous les Français étaient défaitistes et ils se sont bien retrouvés à crier « Vive le maréchal ». Bon. Donc le peuple reste le peuple, il est moutonnier, il va suivre celui qui est au pouvoir, même si c'est le dernier des enfoirés. Si vous voulez que je vous dise. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il émerge une autre force qui propose une alternative, et cette alternative, elle ne vous sera pas proposée par les élections, hein, parce que ça n'existe plus. Alors l'immense majorité des Français pense que la guerre c'est fini et qu'il suffit d'être gentil avec les musulmans pour qu'il n'y ait plus jamais de problème. Je suis bien d'accord avec lui. On est en guerre. Et en fait, un chrétien, lui, il est en guerre spirituelle permanente, puisque c'est la guerre du bien contre le mal, et c'est pas parce qu'un pays est en paix, plus ou moins temporaire, qu'il ne doit pas, lui, être en guerre spirituelle. Mais voilà, généralement, la guerre spirituelle mène à la paix physique, puisque si on veut la paix, il faut faire la guerre, c'est comme ça. Et le Dieu des armées, qui est Jésus, hein, c'est le même Dieu, il est le Dieu des armées parce qu'il pacifie, c'est l'armée qui pacifie. Si vous enlevez l'armée aujourd'hui, bah, vous avez le chaos.
Voilà. Et ça, c'est difficile à comprendre pour certains. Donc là, je rejoins Boris Lelay. Nous sommes en guerre. Alors on aime les commémorations festives, dit-il, c'est-à-dire qu'on envoie des ballons pour les morts. C'est vrai qu'on a vu ça, c'est assez... Quand la France commémorait des morts, ça se faisait dans la dignité. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord, et c'est là où, entre catholiques et protestants, on sera jamais d'accord, puisque dans la dignité, quand il y a eu le massacre de la Saint-Barthélemy, donc je rappelle 3000 morts protestants, quasiment uniquement à Paris, et 20 000 morts dans toute la France, le représentant du pape à Paris a fait sonner les cloches. Donc là, on n'était pas dans le respect, Boris Lelay. Mais ça ne doit pas le déranger, parce que c'était il y a longtemps, et puis on s'en fiche. Maintenant, c'est les problèmes d'aujourd'hui qui comptent. Mais enfin, quand on est catholique, malheureusement, on doit endosser tout ce genre de festivités, des cloches sonnées, parce que 3000 protestants sont morts à Paris, massacrés dans la rue, comme ça. Voilà. C'est pour ça que pour moi, le catholicisme n'est pas chrétien. Voilà. C'est difficile à entendre peut-être pour les catholiques, mais il faut que vous réfléchissiez à tout ça, et je vous invite à regarder mes débats avec Arnaud Dumouche, justement, pour comprendre que ça n'a rien de chrétien. Ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est une autre croyance. Alors je ne suis pas gaulliste, dit Boris Lelay. Imaginez De Gaulle qui a fait Verdun prendre dans ses bras les familles de victimes. Voilà, parce que là il critique Macron en train de faire ça. Mais ce que je remarque, c'est encore un qui n'est pas gaulliste, voilà. Et donc, De Gaulle, il a gagné la guerre, non, on n'est pas gaulliste. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que De Gaulle soit un surhomme qui vole dans les airs et qui envoie des lasers avec ses yeux. Vous attendez quoi, les gars? C'était un homme. Et ce qu'il a fait pour la France, c'est miraculeux. La France, aujourd'hui, serait comme le Japon. Voilà, elle n'aurait pas d'armée. Elle aurait eu l'AMGOT, qui est un gouvernement provisoire qui aurait duré 50 ans, certainement. Elle aurait été sous la coupe des Américains. Alors tous ceux qui se plaignent, ouais, l'américanisme, mais c'est rien par rapport à ce qu'on aurait eu. Et donc je comprends même pas qu'on soit pas gaulliste aujourd'hui, au sens noble du terme, c'est résistant en 40, et dans les années 60, je suis désolé, l'Algérie, ça se discute, et il a remis quand même la France sur des bons rails. La France, sous la 4e, c'était un pays de merde, qui est en train de chuter lourdement, qui était en train de perdre toutes ses colonies les unes après les autres, et surtout c'était un début de guerre civile. Et donc De Gaulle nous a évité ça à deux reprises dans l'histoire. De Gaulle a évité que la France soit vassalisée, soumise, voire éclatée. Donc qu'on ne soit pas gaulliste. Qu'est-ce qu'il est alors, Boris Lelay, identitaire breton? Est-ce qu'il est pétainiste lui aussi? Parce qu'au bout d'un moment, soit on est de gauche, soit on est pétainiste, soit on est gaulliste. Si on se réfère à la Deuxième Guerre mondiale, mais je ne sais pas ce que voulait dire là Boris Lelay. Alors... Et donc, quand on est gaulliste aussi, on a une stratégie pour sortir la France de l'ornière, théoriquement. Enfin, ce que je viens de vous expliquer là. Alors, c'est la mort d'une nation, dit Boris Lelay. Bon, elle finit pas de mourir quand même, cette nation, donc j'irai pas jusque-là. Là, il est plutôt sur les vocabulaires zémouriens, le suicide français. Non, la France n'est pas morte. Mais, chaque jour, on s'en rapproche un peu plus quand même. Est-ce qu'il y a résurrection ou pas? Je vous laisse réfléchir. Oui, il nous laisse réfléchir, et puis surtout, il ne nous propose rien. Ça, c'est un peu le problème. Ou alors manifester dans la rue 10 000 personnes. Aucun appel à la résistance de Boris Lelay, c'est quand même dommage. Je ne veux pas trop le blâmer, parce qu'il y a peu de Français qui osent l'ouvrir comme lui, mais on aimerait qu'il aille un peu plus loin quand même. Je porte le blâme sur la majorité de la population française avant tout. Ok, mais ça sert à quoi? C'est pas comme ça qu'ils vont résister. Je vois un horizon crépusculaire qui s'étend sur la France. Je ne sais pas s'il y aura une réaction populaire, mais s'il n'y en a pas, ce qui arrivera à la France et aux Français ne sera pas volé, car on n'a que ce qu'on mérite. Bon, on comprend pourquoi il n'est pas gaulliste, déjà plutôt défaitiste. S'il n'y en a pas... Non, De Gaulle il disait pas s'il n'y en a pas, il disait faisons comme si nous avions gagné. Voilà. Et donc il analysait la situation, voyait quelles étaient les forces en puissance, les forces en présence, avec lesquelles on pouvait s'allier, si le pays avait une chance de s'en remettre, et il n'a pas eu tort, je crois qu'on peut lui accorder ça. Mais non, Boris Lelay n'est pas gaulliste, il préfère dire les Français, vous avez bien mérité ce que... On a bien vu le même million de Français qui acclamaient le maréchal en mars 1944, acclamaient De Gaulle arrivant dans Paris libéré en août 1944. C'était bien le même million de Français, donc ça montre bien que les Français, ils suivent le gagnant du moment, ou le dirigeant du moment, voilà, ils ont une famille à nourrir. Ouais. Est-ce qu'il faut vraiment les accabler à ce point-là, les Français? Dans un pays aussi marxiste, avec de plus en plus de fonctionnaires, avec de plus en plus de charges, avec
Et comment les gars, ils nourrissent leur famille? Moi, j'ai beaucoup je soutiens moralement tous ces gens qui s'en prennent plein la gueule. Là, j'avais couvert la manifestation des gens contre le RSI. Voilà. Ça, ce sont des gens courageux qui se lèvent tôt le matin pour bosser, etc. Et qui s'en prennent plein la gueule. Boris Lelay, lui, non, il les accable. Ah, salaud, c'est à cause de vous. Non, je suis désolé, tout le monde ne peut pas être Jean Moulin. C'est pas possible, chacun à sa place. Il y a des gens qui travaillent très dur, et je sais pas encore, c'est grâce à eux que la France s'en sort encore. Donc ça, Boris Lelay, il pourrait le... Bon. Après, je veux pas trop lui en vouloir, mais c'est une vision défaitiste. Défaitiste, pessimiste. Non, De Gaulle nous a bien appris, il faut faire comme si... Et la France est un grand pays, malgré toute cette chape de plomb sur la liberté d'expression, sur le marxisme, sur l'islam, c'est un pays qui reste parmi les premiers au monde, c'est un miracle. Donc c'est sûr que ça ne va pas durer longtemps, mais il faudrait demander à certains Français, est-ce que ne fait pas Boris Lelay, parce que lui il dit c'est surtout les Français qui ne font rien, qui sont de gauche. Moi c'est surtout aux Français qui se disent de droite et qui se disent libéral comme Boris Lelay, et anti-marxistes, à qui je reproche de ne rien faire pour le pays. Qu'est-ce qu'ils attendent, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils attendent pour agir? Tous les copains de Boris Lelay qui sont restés en France, alors ils font des blogs, c'est très gentil, mais ça ne mène nulle part. Les identitaires, ils manifestent sur une mosquée, et puis ils se prennent des années de prison et tout ça. En termes de stratégie, moi, tous ces gens-là, je leur ai demandé, allez, venez avec moi sur les plateaux, oui, on verra. Tous les catholiques, là. Je leur ai présenté, moi, ma stratégie. Le lendemain, j'avais une ribambelle de catholiques devant moi. Le lendemain de mon intervention sur le plateau de Canal+, face à Didier Deschamps, repris, je rappelle, dans 80 médias, pour une couverture cumulée d'environ 10 millions de personnes. Vous vous rendez compte? Moi, tout seul. Et ces gens-là m'ont dit, ah oui, et je dis, voilà, il faudrait faire la même chose maintenant de manière intelligente, avec des petits groupes qui viennent perturber les émissions ici ou là, etc., pour créer vraiment... Ah oui, mais tu comprends, Didier Tauzin, moi j'ai un livre qui va sortir, donc son livre ça a mené à nulle part. Donc voilà, chacun, on voit quelqu'un qui réussit dans une certaine mesure, mais il est tout seul. Non, on le rejoint pas. Voilà, parce qu'on préfère voir la France couler plutôt que d'essayer quand même de la sauver. Tant pis pour vous, moi je suis là maintenant, donc vous pouvez toujours le faire, mais ça sera sans moi. La plus grande corruptrice, c'est la République. Voilà. Ça sert à quoi de dire ça? C'est très bien, mais la République, ça dépend ce qu'on en fait. C'est un outil, donc je sais pas. Alors c'est vrai que c'est une différence avec l'Esquin, mais au final, les deux, il n'y a aucun rapport au concret. Voilà. C'est du blabla. Voilà. Ils parlent, ils s'écoutent parler. Et je sais qu'on pourra me faire ce reproche, mais si on regarde ce que j'ai fait, je suis désolé, on ne peut pas me le faire. J'ai fait des choses et je vais continuer d'en faire, ça vous pouvez me croire. C'est pour ça que ceux qui continueront de regarder ces vidéos seront informés parmi les premiers de ce qui va arriver. Il va arriver des choses, mais je ne peux pas tout vous dévoiler maintenant, ça serait un peu tôt. Mais il va arriver des choses, voilà. Je ne vais pas me calmer, comme dirait l'autre. Donc, si vous n'avez pas de respect pour vous-même, n'attendez pas des autres qu'ils aient du respect pour vous, on est bien d'accord. Mais moi, je suis désolé, les Français, pour la plupart, je parle là de ceux qui travaillent dans le privé et qui bossent pour la caste de fonctionnaires et d'assistés, évidemment. Ceux-là ont du respect pour eux-mêmes, ils nourrissent leur famille, ils élèvent leurs enfants du mieux qu'ils peuvent. Et donc, aujourd'hui, ce sont des gens admirables, malgré toutes les difficultés, malgré l'immigration. Il faut avoir de l'empathie pour ces gens-là, il ne faut pas les rabaisser en disant si vous n'avez pas de respect pour vous-même. Est-ce que c'est facile, Boris Lelay, d'aller dans les banlieues islamisées, de commencer à dire « Oh, respectez la France tout seul ou avec ses copains ?» Non. Non, c'est pas facile, c'est pas vrai. C'est une situation de guerre, et si on commence à l'ouvrir, on se prend des coups de couteau, voilà la réalité. Donc ça sert à rien de rabaisser encore les gens, ils ont la tête sous l'eau, les gens. Il faut pas les rabaisser, il faut plutôt les remonter en leur disant « C'est admirable ce que vous faites, vous bossez comme des chiens pour pas grand-chose parce que l'État vous prend tout et vous faites emmerder, vous pouvez même pas dormir la nuit parce qu'il y a des racailles qui viennent vous emmerder toute la journée. » Alors je sais pas si c'est le discours de Boris Lelay en permanence, ou si, parce que là il était particulièrement énervé, mais ça démontre plutôt, moi je dirais jamais ça, ça démontre plutôt une vision pessimiste, défaitiste de la situation. Non, moi je dirais, les Français, vous êtes un peuple admirable. C'est pas démago de dire ça, c'est que c'est vrai. Ils arrivent quand même à inventer des choses, à créer. On reste un des premiers peuples
déposeurs de brevets dans le monde. C'est formidable, malgré toute cette pression étatiste de merde, et islamiste maintenant. Donc, non, les Français ont un énorme potentiel, mais aujourd'hui, c'est impossible pour eux de l'exprimer pleinement, parce qu'il faut un changement de régime, voilà, c'est tout. Il faut virer tous ces collabos, il faut virer l'islam. Et voilà. Donc, j'essaierai d'apporter des solutions à ma mesure dans les mois et les années qui viennent, de là où je suis, mais je ne veux pas tout faire ça tout seul. Hein. Voilà, mais ce serait... Voilà, si on peut reprocher quelque chose à Boris Lelay, c'est ça, d'être plus clair et moins défaitiste, parce que c'est pas clair pourquoi il est au Japon, on n'a pas bien compris, il faudrait qu'il éclaircisse tout ça, s'il veut être un peu plus respecté, en tout cas de moi. Après, il s'en fiche certainement, mais bon. Alors il conclut en disant « Je ne me pose pas en modèle, je ne me mets pas au-dessus de la masse ». C'est pour ça que je cite une lettre des poilus, après donc il va citer une lettre des poilus. Effectivement, voilà, des gens qui se sont sacrifiés, mais c'est pas parce qu'on n'est pas mort au combat qu'on est une merde, Boris Lelay. Donc on peut aller au front tous les jours, au front économique notamment. Et puis c'est pareil, des gens qui sont dans l'armée, c'est pas tous des collabos en puissance, il faut leur tenir un discours comme a tenu De Gaulle en juin 40. Il faut leur dire, les gars, maintenant vous bossez pour les intérêts de l'ennemi, donc maintenant il est temps de se réveiller. Rejoignez, alors ça n'existe pas, mais essayez de créer vous-même une armée libre, de la France libre. Voilà. Ça devrait déserter, enfin, je sais pas. Donc, ma conclusion, c'est que, vous savez, j'essaye maintenant de citer un verset de la Bible. En conclusion, celui qui m'est venu en tête pour Boris Lelay, c'est Matthieu 5,37. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà, ça reprend ce que je viens de dire, c'est que là au moins les choses sont claires, parce que sinon le reste vient du malin. C'est ce que nous dit la Bible. Donc si tu es catholique et anti-islam, catholique et pro-capitaliste, ça ne marche pas. Il faut que tu te poses vraiment des questions, et tous ceux avec toi qui sont comme toi, c'est pas logique. Tout comme être identitaire breton et parler de la France, logiquement, tu ne dois parler que de la Bretagne, tu vois, pour ton discours autonomiste et tout ça, et tu poses devant un drapeau identitaire breton en parlant de la France, ça marche pas. Moi, ça me parle pas, j'imagine qu'il y a plein de Français qui se disent, mais c'est qui ce guignol là qui nous parle en breton et de la France? Il faudrait savoir, choisis ton camp, camarade. Donc, voilà. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, au moins les choses sont claires, et arrête d'être défaitiste comme ça. C'est sûr que ce qui arrive à la France, c'est pas terrible, mais il faut donner de l'espoir, et il faut faire comme si. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme, et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.